Judith Godrèche, nous sommes très heureux de vous recevoir pour la première fois à la Fête de l'Humanité. Vous êtes comédienne, scénariste, réalisatrice, romancière et depuis quelques mois, vous êtes devenue l'une des figures du mouvement MeToo en France. Comment avez-vous endossé cette nouvelle stature ? Écoutez, ah ouais, bah ça. Pardon, excusez-moi. Écoutez, comment j'ai endossé cette nouvelle stature avec des hauts et des bas et en essayant de faire avancer les choses à mon humble niveau, mais en même temps, je suis juste une chaîne du maillon et voilà, il se trouve que malheureusement d'ailleurs, quand on dit que quelqu'un est la figure de MeToo, on se dit zut, alors pourquoi faudrait-il... Enfin, c'est justement pourquoi faudrait-il qu'il y ait une figure de MeToo. Ça veut bien dire que dans le fond, cette espèce de truc qu'il faut toujours recommencer comme si on recommençait à chaque fois à zéro, en fait. Alors, dès votre première prise de parole en France, quand vous avez nommé la violence que vous avez subie, quand vous avez nommé aussi les agresseurs, des femmes se sont adressées à vous. Elles vous ont envoyé leurs témoignages, elles vous ont donné leur confiance. Comment l'avez-vous accueilli ? Oui, en fait, des femmes et des hommes, c'est important de parler d'eux aussi d'ailleurs parce que je pense, c'est extrêmement, extrêmement difficile pour un homme de dire qu'il a été victime de VSS et oui, j'ai reçu des témoignages voilà, qui se trouve que à partir du moment où les gens s'adressent à vous en pensant qu'ils peuvent vous faire confiance, c'est une responsabilité. On peut se dire, on m'a donné cette confiance, on m'a écrit, mais je ne peux pas faire grand-chose. Ou alors on peut se dire, moi je suis quelqu'un de privilégié, quelqu'un qui, quand elle demande à aller parler à la télévision, est reçue, demande ou envoie un manuscrit tout simplement d'ailleurs à un éditeur élu. Il y a tellement de personnes qui aimeraient pouvoir être entendues, qui cherchent à s'exprimer ou qui sont tout simplement invisibilisées par la société, qui me semblait, ça me semblait être la moindre des choses à mon niveau d'essayer de leur donner, de leur rendre hommage à travers un film parce que c'est l'art que j'utilise pour transcender ce que je vis ou mes souffrances, ma solitude, mes blessures et que c'est mon moyen d'expression. Et donc voilà, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Moi aussi. Et 1000 des 5000 personnes qui m'ont écrit sont venues occuper une avenue de Paris avec moi le 23 mars. Et nous avons donc fait ce court-métrage qui s'est retrouvé être sélectionné au Festival de Cannes. Dans les manifestations où vous vous rendez, je pense à celle du 8 mars, celle d'Alerte féministe avant les élections à l'Assemblée, ou Place de la République, encore plus récemment, la jeunesse vient vers vous. Vous incarnez un espoir, un combat. Comment on fait pour être à la hauteur de cette attente, notamment de cette jeunesse ? Qui est là. Écoutez, en fait, c'est assez étrange parce que quand vous me dites ça, je renverse
je renverse les choses. Enfin, dans ma tête, la manière dont j'entends ça, pour moi, c'est plutôt que c'est moi qui compte sur les autres. Oui, forcément. D'abord, on fait les choses pour soi. On donne parce qu'on a besoin de donner. On donne parce qu'en donnant, on se sent moins seul. D'ailleurs, quand on se met à mener un combat, je pense qu'on se dit aussi, ou qu'on se retrouve aussi dans un système où même, par moment, moi je me dis, mais si j'arrête de me battre, comment je vais faire pour rester debout? C'est devenu mon moteur aussi. À travers ce combat, dans le fond, et cette énergie et ce mouvement en avant, je n'ai même pas le temps de m'asseoir et de sentir l'anéantissement d'un vécu ou d'une réalité ou d'une solitude. Donc dans le fond, je fais. J'ai sûrement très très peur d'arrêter de faire. C'est très angoissant quand on se retrouve dans cette espèce de vide intersidéral de sa chambre et de sa réalité. Donc j'ai ce privilège-là, encore une fois, ces personnes qui sont là et qui m'écoutent, elles sont là, c'est à moi qu'elles donnent. Enfin, je veux dire, c'est pas... je trouve ça compliqué d'imaginer que les gens font les choses de manière complètement juste, par complète abnégation et don de soi. Voilà, moi, le soutien de toutes les personnes anonymes qui, à travers ma parole, se retrouvent l'espace d'un instant, ce soutien-là est une importance vitale pour moi. Donc c'est pas... voilà. Oui, c'est une rencontre en fait. Voilà. Alors, ça va être un peu difficile cette question. Pour une femme en général, c'est difficile de prendre la parole dans notre société. On ne lui laisse pas toujours la place. Et bien plus encore quand elle dénonce. Mener un combat a un prix, vous le dites souvent. Est-ce que vous ressentez en ce moment un retour de bâton ? En fait, oui, évidemment, je ressens un retour de bâton. Et puis, c'est à partir du moment où on prend la parole publiquement et c'est très compliqué, les choses. On fait face à d'abord de l'adversité, forcément, évidemment. Ensuite, on est aussi dans une demande de reconnaissance qui n'en finit pas on n'en finit pas de demander aux autres de vous dire « je te crois ». On s'adresse aux acteurs, actrices de notre enfance, et pas au sens des actrices de cinéma, mais on s'adresse aux personnes qui ont vécu avec nous à ce moment-là, à nos parents, aux personnes qui évoluaient dans le même milieu social, et on leur dit, on espère en tout cas qu'ils viennent nous dire je te crois, ou même je savais tout simplement, parce qu'ensuite ils étaient là. Et dans le fond, on est dans une espèce d'attente perpétuelle, de besoin dans le fond de reconnaissance, et ce besoin crée une colère, une tristesse, crée du coup un désir de continuer, de se battre, de parler, etc. Et forcément, également, avec la demande d'être entendu, on se prend aussi une défense. Et la défense de certaines personnes, c'est l'attaque. Il y a des personnes qui attaquent parce que c'est elles qu'on accuse. Il y a des personnes qui attaquent parce qu'elles étaient témoins muets et qu'elles n'ont rien fait. Il y a des personnes qui attaquent parce qu'elles sont complices et qu'elles se sentent remises en question. Et il y a des personnes qui attaquent parce qu'on prend trop la lumière ou qu'on la leur vole ou que je ne sais pas quoi. Donc forcément qu'on est sujet d'attaque et que c'est compliqué. À un moment donné, je pense que... et c'est la force des petites filles qui ont été agressées. C'est de se jeter dans ce combat un peu la tête baissée en se disant je regarde pas, j'y vais, ça va faire mal, il fait noir, j'ai peur, c'est pas grave, j'y vais. Parce que sinon, si on se met à regarder, à se demander, à se poser les questions, est-ce que je vais travailler, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vont encore m'aimer,
Est-ce que je vais avoir des amis dans ce milieu? Est-ce que si, est-ce que ça? Je pense que c'est... Je comprends qu'on puisse ne pas tout simplement être paralysé. Je comprends la paralysie de beaucoup de gens, en fait. Je la comprends. Et je sais ce que ça coûte de ne pas être... de briser, de passer à l'acte, de parler, de ce... Je sais ce que ça coûte. En même temps, j'ai un certain âge. Je suis maman de 2 enfants. Déjà, je trouve que la vie m'a beaucoup donné, déjà, j'ai beaucoup reçu. C'est la moindre des choses que... il est temps de devenir quelqu'un de bien à un moment donné, quoi. Voilà, bon. Dans le monde du cinéma, vous avez remis en cause la sanctification de l'auteur en France et je voudrais savoir comment l'extrême hiérarchisation du cinéma français a-t-elle concouru à l'impunité des agresseurs? Oui, en fait, c'est intéressant, je trouve, et c'est pour ça aussi que je trouvais ça bien, même si je me dis que les gens doivent en avoir ras-le-bol de m'entendre parler, mais en tout cas, la fête de l'humanité, déjà, ça porte un joli nom. Et puis, justement, ce milieu social-là, qui est celui du cinéma, c'est un drôle d'endroit. Parce que dans le fond, c'est un endroit qui, pour moi, est vraiment un endroit vraiment où continue de se jouer les mêmes règles que dans un milieu d'aristocrates. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on est en haut, et puis on descend en bas de la pyramide, de plus en plus bas, et plus on est bas, moins on a de valeur. Et ce système-là, ce système hiérarchique-là, ce système donc de pouvoir également, a un impact à tous les niveaux. Il a un impact sur la manière dont quelqu'un est traité sur un tournage, il a évidemment un impact sur les VSS, mais il a aussi un impact tout simplement sur, sur il y a aussi les mots qu'on emploie pour parler des personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Par exemple, moi, je trouve que, en tant que réalisatrice, si je n'avais pas un chef opérateur, une chef opératrice pour m'aider à faire mon film, une personne qui fait la décoration, une personne qui s'occupe des costumes, un chef machiniste qui toute la journée se tape, porte des trucs super lourds et qui tout d'un coup, alors que je réalisais une série qui s'appelle Icon of French Cinema, mon chef machiniste me dit « Ah non, attends, tu crois pas que tu devrais refaire ce plan-là où ce personnage danse, c'est super beau le décor ?» Et je lui dis « Oui ». Et c'est une des plus belles scènes de la série, et c'est lui qui a eu l'idée. Donc en fait, c'est un travail collectif. Et ce système de hiérarchie, ce truc où il y a le réalisateur, l'auteur qui est mis sur un piédestal et qui est cette espèce de Dieu vivant, et ensuite, plus on descend, moins la personne a de valeur et d'importance. Moi, je trouve que c'est un système qui doit se réinventer également. Pardon, j'ai l'impression de crier. Mais que c'est un système qui ne fonctionne pas ou qui en tout cas, il est important de rappeler que c'est un travail collectif et que nous ne sommes rien, qu'un réalisateur, une réalisatrice n'est rien sans son équipe. Et de la même manière, c'est extrêmement compliqué dans ce milieu social-là, comme dans tous les milieux, mais dans ce milieu social-là, quand vous êtes une ouvrière, une petite main du cinéma, donc ce qu'on appelle une technicienne, quand il vous arrive quelque chose sur un tournage, il faut savoir que vous êtes encore plus en danger bien plus en danger qu'une actrice qui a un statut justement social et qui a une forme de pouvoir lié à ce statut, parce que d'abord c'est un milieu dans lequel ça ne marche pas par CV, hein, c'est vraiment du bouche à oreille. Hein. C'est un petit milieu,
quand on se fait griller avec une production qui a du pouvoir et qui est importante et qui travaille et qui produit des films avec des sous, avec des moyens, bah, on est bien embêté parce que d'abord on a besoin de l'intermittence, parce qu'on on vit de boulot en boulot et que si tout à coup on se fait griller, le bruit court vite, qu'on est une emmerdeuse. Et donc ça pose un réel problème parce qu'à partir du moment où vous dénoncez ce qui vous est arrivé sur un tournage, on dit oh là là, celle-là c'est une empêcheuse voilà, c'est un système bien huilé et tous les tournages ne sont pas comme ça, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il est important de mettre son pied dans la porte et de dire il faut que les choses changent. Et je dis ça et ça semble être comment dire, dramatique, enfin, c'est dramatique, mais vraiment, je vous assure, je n'en rajoute absolument pas. C'est-à-dire que je vous parle du quotidien de beaucoup de techniciennes de cinéma, vraiment d'un truc, même presque d'une banalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, pardon. Merci. Oui, je crois que je n'ai pas répondu à votre question, en fait, vraiment. Non, oui, et vous me posiez une question sur l'impact du cinéma sur la société. Voilà, bah, moi, quand j'étais petite, je suis devenue actrice à 8 ans et je suis devenue connue, enfin, oui, on peut dire ça, très tôt, et je me suis mis à travailler à jouer des jeunes filles, des très jeunes filles, qui, dans les scénarios inventés par les auteurs de cette époque, des auteurs extrêmement adulés, la crème de la crème du cinéma français, des jeunes filles qui avaient des histoires d'amour ou de séduction, ou étaient désirées en tout cas par des hommes bien plus âgés. Et la manière dont le cinéma, on le sait, a de tout temps eu un impact sur la société, influe, oriente nos désirs, hein. C'est-à-dire que nous allons voir... je ne sais pas, je me souviens de Béatrice Dalle dans 37.2 le matin, pardon, hein, je suis vieille et c'est des références, mais c'était une femme, tout d'un coup, une actrice pulpeuse, voluptueuse, et puis c'était tout d'un coup devenu à la mode, on n'avait plus besoin de s'affamer parce qu'il fallait être super maigre, et tout d'un coup... Donc le cinéma de tout temps, les images et le cinéma ont eu un impact sur la société et eu un impact sur notre désir. Et sur la façon dont la représentation, la façon dont on aime. Et quand j'étais jeune, donc, je jouais dans des films et puis je me rendais bien compte déjà à l'époque qu'il y avait des jeunes filles qui pensaient que ce que je vivais dans les films, eh ben, c'était cool. Parce que c'était mis en valeur, parce que j'étais jolie ou parce que... j'étais sur la couverture d'un magazine et que du coup ça voulait dire que... Enfin voilà, et donc le cinéma a un impact sur la société, sur nos désirs. Hein. Et aujourd'hui, et à partir du moment où moi, ma parole s'est libérée, et donc forcément que j'ai dû, à travers cette parole, raconter une sorte de versant des choses, ou la réalité, quoi. Enfin... La réalité n'a rien à voir avec cette image glamour qui a été donnée avec cette représentation de ces histoires-là. La réalité, c'est que c'est sordide et que malheureusement, il y a dans le cinéma français d'une certaine époque et dans l'écriture de réalisateurs, d'auteurs, une répétition de sujets qui sont mis en valeur, qui sont le point de vue qui est porté sur l'inceste, le rapport, la différence d'âge phénoménale entre une jeune fille, très jeune fille mineure, et un homme plus âgé, la façon dont ces histoires-là sont mises en valeur
sans que personne à cette époque-là ne puisse dire, un journaliste de cinéma, qui que ce soit, ne se pose la question, quasiment comme un sociologue observerait la société et dirait « Tiens, c'est bizarre, en ce moment il se passe ça, 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 à répétition ». De se dire « Ah, c'est bizarre, tous ces films, d'une façon ou d'une autre, valorisent le viol ou l'inceste. Et dans le fond, je pense que dans l'écriture justement des films, c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, nous ne sommes pas obligés d'être des donneurs de leçons, de faire des films consensuels où on ne soulève pas des problèmes importants, mais en même temps, de se poser des vraies questions sur ce que nous a raconté pendant des années un certain cinéma d'auteur. Mais quel regard neuf le féminisme peut-il apporter au cinéma ? D'abord, je pense que c'est très compliqué pour les femmes dans le cinéma. En tout cas pour moi, et je vais parler en mon nom parce que les généralités me font peur, mais en tout cas, je vais vous parler de mon expérience. Mon expérience, c'est celle d'une personne qui a vécu toute sa vie, mais vraiment toute sa vie. D'abord, qui a grandi dans le cinéma, donc qui a connu vraiment aucun autre milieu réellement, hein, mais dans mon rapport à l'autre, celui qui généralement a le pouvoir, la plupart du temps, c'est un homme. Alors, il est cinéaste, il est producteur, il est à la tête d'un organisme qui peut me donner de l'argent pour réaliser mon film. Il est à la tête d'une institution. Et en grandissant dans ce milieu, et puis dans mon environnement proche, tout simplement, ce qu'on m'a dit implicitement, que ce soit formulé ou que ça ne le soit pas, toute ma vie, c'est si tu veux ça, tu dois séduire, tu dois sourire, tu dois rigoler aux blagues pas drôles. Quand le mec va dire un truc complètement con qui n'a pas d'intérêt, tu dois faire un grand sourire émerveillé. Quand tu vas rencontrer un réalisateur et que tu passes un casting, eh bien, que tu le veuilles ou non, tu te mets dans cette position-là. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que j'ai été assez souriante ou est-ce que je lui ai fait assez de compliments sur son œuvre? Est-ce que il y a un endroit dans le fond où, à force d'être dans ce rapport de sentiment que pour accéder à un certain endroit de la société, pour pouvoir travailler, pour avoir de l'argent, pour réaliser ce qu'on a envie de faire, il faut passer par le biais d'un homme où dans le fond on perd notre propre langage, notre langage intime, notre vérité et notre identité. Et on se transforme en fille un peu qui sourit, qui est un peu légère, qui ne sait pas trop. Et en fait, moi, j'ai navigué à cet univers d'hommes et d'adultes qui, d'une certaine façon, pendant toute mon enfance et ma jeunesse, m'ont dit « Quand tu es belle, tu es à ta place. Quand je te filme, tu es à ta place. Quand tu écris des poèmes et que je les mets dans mes scénarios, mais que c'est moi qui les signe, parce que aussi, il se trouve qu'on m'a volé mes mots, en plus donc j'écrivais, mais on ne voulait pas mettre au scénario que c'était moi qui avais écrit. Donc j'étais un objet dans sa totalité. En fait, ma voix, mes mots, mon écriture, rien ne m'appartenait plus. Mais dans le fond, je ne savais pas que ça pouvait être autrement. Personne ne me disait, mais Judith, attends, vas-y, mais il faut que tu le signes, ce scénario. Il faut qu'il le dise que c'est toi qui as écrit cette scène. Non, dans le fond, je me disais, non, oh là là. Et d'ailleurs, j'ai grandi et vieilli en me retrouvant il y a 2 ans à sortir une série que j'ai réalisée et à passer mon temps et mes journées à dire à mon attaché de presse,
Dis-leur aux journalistes de ne pas dire le nom de Benoît Jacot. Non, non, je ne veux pas faire cette interview, je pense qu'il va dire son nom. Non, non, j'ai peur qu'on dise que c'est Jacques Doyon dans cette scène. Non, non. Et en fait, il s'est imprimé en moi comme un tatouage indélébile le fait qu'il fallait se taire et sourire. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je souris encore, mais je ne me tais plus. Alors, ce silence, il a peut-être duré 35 ans, mais maintenant, vous parlez, on vous écoute, on vous croit. Et vous avez participé à plusieurs universités d'été de partis politiques. Vous êtes ici, présente, à la Fête de l'Humanité. Alors, une simple question, qu'est-ce que vous attendez des politiques aujourd'hui ? C'est compliqué la politique. C'est un vrai rouleau compresseur qui prennent les devants et qui s'emparent du problème et des questions féministes, c'est-à-dire que justement ce ne soit pas un sujet parallèle ou un sujet qui épuise celles et ceux qui se battent pour faire avancer les choses. En ce qui me concerne et en ce qui concerne mon combat, et voilà, en fait, moi, je me suis un peu retrouvée projetée dans un univers que je ne connaissais vraiment pas, d'autant plus que, comme je viens de le dire, j'étais à une place dans ma vie, dans la société, dans un univers, dans une bulle un peu, où dans le fond, pour moi, la politique, c'était le truc des grands, le truc des hommes, le truc de ceux qui ont fait des études. Moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans et demi, conseillée par toutes sortes d'adultes qui trouvaient que j'étais pas assez disponible pour eux. Mais voilà. Et quand je me suis retrouvée à comprendre tout simplement qu'il y avait un endroit où les choses se jouent, on le sait, c'est l'Assemblée nationale, là où il y a des lois qui sont votées, là où... Et pour y aller, pour y entrer, il faut parler, il faut dire, il faut frapper à la porte, continuer de frapper à la porte. Et donc je suis allée parler au Sénat, à l'Assemblée nationale, et je leur ai demandé de faire une chose qui se fait, qui est une commission d'enquête. Pourquoi ? C'était pour inscrire à un endroit où l'autorité, entre guillemets, du gouvernement, c'est-à-dire des grands pour moi, enfin un truc où on ne peut pas dire oh, c'est qui cette actrice, elle nous emmerde. Vous voyez, c'est les politiques, les partis politiques qui s'empareraient de ce sujet et diraient on va faire une commission d'enquête sur les VSS dans le milieu du cinéma. Et pour moi, il y a un truc qui est très important, même si malheureusement ça a souvent très peu de valeur, c'est parler sous serment. Ah, c'est peut-être le truc des enfants, justement. On se dit toujours, vous savez, moi je suis un peu superstitieuse et je me dis, ah non, non, je ne peux pas mentir, sinon il va m'arriver un truc. Quoi. Et parler sous serment, ça veut dire que d'être convoqué à une audition à l'Assemblée nationale, on vous pose des questions et vous devez donc, lors d'une commission d'enquête, parler sous serment. Êtes-vous au courant? C'est comme un peu lors d'un procès, c'est pas du tout un procès, hein, mais... Et pour moi, il était important de faire venir les acteurs et actrices, au sens les personnes qui ont du pouvoir et qui font la pluie et le beau temps dans le milieu du cinéma, de les faire venir lors d'auditions à l'Assemblée nationale et qu'ils aient à répondre à des questions sous serment. Et d'essayer
dans ce cadre-là, qui est censé être un cadre qui, dans le fond, vous protège, aussi de donner la possibilité à des ouvrières du cinéma, à des techniciennes, à de jeunes actrices à qui il est arrivé des choses sur des tournages, à de jeunes actrices ou plus vieilles qui sont allées parler au référent harcèlement et lui dire voilà ce qui m'est arrivé. On lui aura dit ah non, 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 tu n'as pas commencé à foutre la merde. Voilà, de raconter ça au grand jour, enfin, au grand jour, oui, voilà. Maintenant, on s'est rendu compte lorsque cette commission d'enquête donc a été votée. Et lors de ces auditions, on s'est rendu compte, et les députés qui étaient présents se sont rendus compte en direct, enfin ils ont vécu, dans le fond, cette omerta dont on leur parlait. Ils l'ont vu, c'était là en face d'eux, ils ont vu en face d'eux des personnes terrorisées. Terrorisées. Et bon, malheureusement, cette commission d'enquête a été un peu morte-née, puisqu'elle a eu lieu, elle a été votée. Et elle a commencé, donc les auditions ont commencé, et puis ensuite l'Assemblée nationale a été dissoute, et avec la dissolution de l'Assemblée nationale, cette commission d'enquête, ainsi que celle de l'IS loufoque, et voilà. Et donc maintenant, je suis allée aux universités d'été pour dire aux politiques, prenez les choses en main et utilisez votre droit de tirage, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'image, ce serait comme un ticket qu'on a, et on peut dire bah, j'utilise mon ticket pour remettre en place cette commission d'enquête et pour voilà. Et est-ce que vous avez obtenu des garanties? Est-ce qu'on vous a dit des choses? Est-ce que vous pouvez nous dire si vraiment ça porte ses fruits? Écoutez, non, j'ai pas obtenu de droit de tirage, enfin, personne ne m'a donné son droit de tirage, mais je sais par ailleurs que il y a d'autres commissions d'enquête que la mienne, et qu'il y a des partis qui étaient déjà engagés par rapport à d'autres commissions qui ont été dissoutes. Maintenant, il y a une proposition de résolution qui a déjà été déposée, et j'ai obtenu en tout cas la garantie, oui, que ce soit d'abord le désir d'Erwan Balanant qui faisait partie qui était le président de la commission d'enquête. Et le Parti socialiste s'est engagé, ainsi que les écologistes, à mettre tout à essayer de faire en sorte que cette commission soit remise à l'ordre du jour et reprenne sa place. Ouais. Bravo, bravo. La situation politique est inquiétante. L'extrême droite n'a jamais été aussi puissante en France, avec 143 députés élus. Les forces de gauche ont réussi à s'unir pour soutenir la première force et pour devenir, la première force à l'Assemblée. Pourtant, c'est un homme de droite dure qui a été nommé Premier ministre. Un déni de démocratie, donc flagrant. Comment agir? Comment convaincre les électeurs et les électrices que le rapport de force doit être maintenu, que le pouvoir et l'autorité d'un seul homme ne peut pas gagner face à la multitude et la solidarité? J'aimerais bien pouvoir vous faire une réponse. Je suis persuadée que beaucoup de personnes présentes ici ont un espoir assez abîmé aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on est tous assez déprimés et Dieu sait que... Enfin, c'est fou quand même. Enfin, moi, j'ai été extrêmement impressionnée par... le rassemblement, la force populaire, c'était extraordinaire. Et alors, je parle de Paris, désolée, parce que Paris, c'est un endroit vraiment particulier, enfin privilégié, quoi. Enfin, moi, je vais parler de la place de la République, parce que c'est là que je vis, à Paris, mais c'était extraordinaire, place de la République, de voir
cette foule et la manière dont tout le monde s'investit, donne de son temps, de son énergie, des heures et des heures d'engagement, de militantisme pour que le RN ne passe pas au pouvoir. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve et que toutes ces personnes qui ont donné de leur humanité, c'est le cas de le dire, et ben se disent, mais alors mon vote vaut quoi? Je sais pas, enfin c'est très 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 particulier d'être tout le temps ramené à une forme de silence à toutes sortes d'endroits de nos vies. Que faut-il faire si, quand on vote, ça n'a pas de valeur? Alors quelle est la marche à suivre pour avoir une voix dans cette société, dans le fond? Alors c'est marrant, moi je vivais aux États-Unis, et aux États-Unis, il faut dire que les Français ont une réputation. Les Américains, ils me disaient souvent que c'est super. Pour eux, les Français, c'est des gens qui sont tout le temps en train de manifester. Mais honnêtement, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Si on manifeste pas, on fait comment? Alors, et en ce qui concerne l'extrême droite, ma fille et moi-même avons été la cible de beaucoup de leurs attaques. Nous avons eu le droit à toutes sortes d'attaques publiques, tranquilles, sur Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Des images de ma fille avec des bulles pour créer des dialogues, et moi qui l'encouragerais à aller se faire violer, tout ça par des personnes... des candidates d'extrême droite, aux yeux du monde, enfin vraiment. Je veux dire, il y a un truc aussi, c'est comment c'est possible de donner autant de plateformes, autant de places. Je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a des choses qui ne devraient pas être même... Il y a évidemment la liberté d'expression est une chose, mais inciter au viol publiquement ou être... ouvertement raciste sans que ça pose de problème à personne, c'est un truc que je trouve absolument fascinant. Enfin, moi, j'ai vu des posts Instagram, je me suis dit, mais c'est dingue. Alors, il y a des trucs sur Instagram, si on met une photo, il m'est arrivé d'avoir des trucs, je sais pas, j'avais dû mettre une photo je sais plus ce que c'était, qui a été enlevé immédiatement, mais alors par contre, il y a des trucs racistes qui sont laissés, il y a des trucs qui m'échappent, alors je vais peut-être dire d'énormes conneries, mais je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de... Et pourquoi il y a certaines personnes d'extrême droite à qui on donne tant d'espace dans les médias? Pourquoi est-ce que l'extrême droite a autant... Alors, on me dira, mais alors, vous êtes contre la liberté d'expression? Non, par contre, il y a une forme de propagande qui est insidieuse et qui parfois est même totalement directe et frontale. Et celle-là, je ne comprends pas qu'elle puisse avoir lieu aussi facilement sans que personne ne mette un holà. Pardon, j'ai l'impression que c'était hyper mal dit, mais... Donc finalement, la solution pour vous, c'est d'occuper l'espace? Moi, j'ai vraiment pas de solution. Enfin, j'ai pas de solution, non, je pense pas avoir de solution. Je pense que, en tout cas, j'ai le sentiment que toutes les personnes qui sont là ont autant de solutions que moi, puisqu'elles sont là. Et qu'elles sont là Voilà, la solution, c'est... on a tous une voix, on a tous un droit et des droits, et on est tous... on a tous, je sais pas, les mêmes valeurs. Enfin, on a tous autant, on a tous la place et le droit de s'exprimer. Il faut le faire. Il faut essayer tant qu'on peut d'être entendu et voilà, de le faire tant qu'on peut, ouais. Bah écoutez, merci beaucoup, Judith. Merci, Judith.
Pardon, excusez-moi. Pardon, merci et désolé si j'ai dit des conneries. Vous ferez le tri. Vous ferez le tri. Non, non, c'est important aussi, je pense, quand on est... plus on est exposé, plus on a... je me dis toujours qu'il est aussi important de dire que même si on dit des choses vraies, des choses qui vous touchent, des choses qui paraissent être importantes, je peux aussi dire des bêtises et mal les dire ou mal m'exprimer. Donc surtout, ne prenez pas tout ce que je dis. Pour argent comptant, il y a des choses... je vous laisse faire le tri, vous avez votre opinion et elle est importante. Judith, vous avez dit que vous dérangiez souvent dans les dîners mondains, que vous dérangiez souvent dans les festivals. Et je crois qu'on peut vous remercier de nous avoir dérangés aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Judith Godrèche. C'est le coup d'envoi. Merci. Merci pour ce nouveau moment fort sur l'Agora de l'Humanité.